L'hôtel de ville a été construit en 1664 par l'architecte Peter Post, originaire de Haarlem. Il a conçu un édifice dans le style néerlandais classique, un style caractérisé par la symétrie de ses lignes. Le bâtiment fait environ 33 mètres sur 33 et culmine à 50 mètres de hauteur. La construction a coûté 127 000 florins, une somme énorme à l'époque qui a été récoltée en augmentant les droits d'accise. Un impôt a également été levé sur les habitants des villages avoisinants pour assurer leur protection. Si une menace venait à peser sur eux, ils pouvaient alors venir se réfugier derrière les fortifications de Maastricht. Le marché investit la place depuis 1243. Il se composait autrefois d'un marché aux légumes, d'un marché aux bestiaux et d'un marché aux bois. Le marché aux poissons se dressait à l'origine sur les berges de la Meuse. Il n'a rejoint la place du marché qu'à partir du XVIIe siècle. Aujourd'hui, les visiteurs viennent de toute le Régio pour visiter chaque mercredi et chaque vendredi ce marché où le dialecte maastrichtois côtoie les langues françaises, allemandes et néerlandaises. Le souterrain est en fait le rez-de-chaussée, accessible par 4 entrées différentes. Une série de pièces voûtées occupe le centre du souterrain, où se trouvaient la pesée du gras, la pesée du malt et la pesée du grain. La pesée était une institution majeure à l'époque. Avant de pouvoir être vendues, toutes les marchandises étaient pesées sur la balance de la ville afin que des taxes puissent être levées. On y trouvait également un poste de garde, l'atelier de la ville et le bureau des geôliers. Les seaux utilisés pour éteindre les incendies étaient entreposés dans la galerie. Chaque nouvel habitant de la ville devait offrir un seau de ce type à la ville. En cas d'incendie, les seaux passaient de main en main pour circonscrire le feu. La méthode devait porter ses fruits car Maastricht n'a jamais eu à déplorer d'incendie majeur. Les sous-sols de l'hôtel de ville abritent 4 cachots baptisés « Chambre des suspects ». C'est là que les suspects attendaient leur sentence. Au terme de la procédure, le verdict était proclamé. Exécution, supplice de la roue, amende, excommunication ou bien encore acquittement, mais pas d'incarcération. Notons que rares étaient les acquittements prononcés. Le plafond du hall de l'hôtel de ville est orné de fresques réalisées par Theodor van der Schuur. Les 4 saisons et les 4 éléments que sont l'eau, la terre, l'air et le feu sont représentés sur la grande voûte à coupole centrale. Au-dessus de l'entrée, sur une autre voûte, figurent les 4 vertus, tempérance, opiniâtreté, prudence et justice. Elles viennent rappeler les exigences auxquelles un organe de gouvernance juste doit satisfaire. Le plafond richement décoré de cette chambre attire immédiatement le regard. Le plafond en stuc a été réalisé en 1736 par l'italien Thomas Vasalli. À l'origine, cette chambre était une salle de tribunal. L'œuvre en stuc représente d'ailleurs le jugement de Salomon, un épisode de l'Ancien Testament qui illustre la difficulté et la finesse que doit exercer le juge pour rendre sa décision. À l'origine, les chambres de l'hôtel de ville étaient éclairées à la bougie et chauffées au feu de cheminée. L'atmosphère ne devait pas être des plus agréables quand les jours étaient froids et sombres. Lors des travaux de rénovation entrepris en 2017, le climat intérieur a fait l'objet d'une grande attention afin de protéger au mieux l'intérieur de l'édifice pour les générations à venir. Le secrétaire municipal siège dans cette chambre. C'est le fonctionnaire le plus haut placé dans l'organigramme de la municipalité, l'équivalent du directeur général dans le secteur privé. Le greffe du conseil municipal siégeait autrefois dans cette chambre. Il y a plus longtemps encore, cette salle abritait la chambre des audiences,
où les citoyens patientaient avant d'accéder dans la chambre des bourgmestres de la ville. La chambre du secrétaire abrite une série de tapis muraux, gobelins, de qualité exceptionnelle. À l'origine, ils ornaient les murs de la chambre princière. Ces tapis muraux représentent des panoramas de jardins officiels dans le style italien, avec des fontaines, des décorations de jardin, des terrasses, des fourrés, des oiseaux exotiques, mais aussi des plantes et des fleurs extraordinaires. L'étoile de Maastricht trône sur la partie supérieure des tapis, ce qui prouve que ces pièces ont été créées spécialement pour la ville. La chambre du bourgmestre est la seule salle qui a toujours conservé la même fonction. Pendant l'Ancien Régime, avant la Révolution française, la ville comptait 2 bourgmestres, un de la région de Liège et l'autre de la région du Brabant, représentant respectivement le prince-évêque de Liège et le duc de Brabant. Ils occupaient à chaque fois cette fonction pour un an. Assistés de prévôts et d'adjoints, ils dirigeaient la ville et garantissaient l'ordre public, la sécurité alimentaire, la justesse des prix, et ils statuaient sur des affaires simples. Après la chute de l'Ancien Régime, la Chambre fut mise à la disposition de l'unique bourgmestre restant, qui était également représentant du peuple et chef de la commune. La tapisserie en cuir de Cordoue tendu attire instantanément le regard dans cette salle. Cette tapisserie est l'une des rares à occuper encore sa place d'origine. Cette pièce est d'une importance majeure, tant sur la scène internationale que nationale, de par sa très belle qualité et les chinoiseries représentées. Cette chambre abritait les 4 commissaires déciseurs. Tous les 2 ans, ces derniers venaient contrôler pendant 3 mois le travail des autorités locales. Ils représentaient les 2 hommes qui régnaient alors sur la ville, à savoir le duc de Brabant et l'évêque de Liège. Ils statuaient également sur les affaires en appel. Les émoluments des 4 hommes étaient pris en charge par la ville, 5 000 florins au total, une somme énorme au XVIIe siècle. Cette chambre a toujours été la plus belle de l'hôtel de ville. Cela fait des dizaines d'années que des mariages y sont célébrés et que les mariés peuvent échanger leurs vœux au milieu de somptueux gobelins ancestraux. À l'origine, la chambre du collège abritait la salle du conseil de l'hôtel de ville. En 1664, avant même que la construction du bâtiment ne soit entièrement achevée, c'est dans cette chambre que s'est tenue la première réunion du conseil municipal. Cette chambre est un parfait exemple de ce à quoi pouvait ressembler un cabinet de travail au XVIIIe siècle. À l'origine, tous les murs de cette chambre étaient couverts de tapisseries en cuir de Cordoue. Au début du XVIIIe siècle, ces tapisseries ont été remplacées par une série d'énormes gobelins représentant des scènes champêtres. Ils ont été réalisés en 1735 à Oudenaarde, en Flandre. Les 136 balustres en bronze qui délimitent la galerie du premier étage comptent parmi les plus anciennes décorations de l'hôtel de ville. Les noms des donateurs y sont gravés, parmi lesquels se trouvent des bourgmestres, des hauts prévôts, des membres du conseil et autres magistrats,
ayant exercé leurs fonctions aux alentours de 1667. La bibliothèque de la ville se trouvait depuis 1662 dans le grand espace situé au 2e étage. Les réunions du conseil municipal y furent ensuite organisées. Sur les murs de cet espace, désormais appelé ancienne salle du conseil, trônent les portraits d'anciens bourgmestres. Le grenier de l'hôtel de ville présente une impressionnante ossature en bois, qui se trouve encore en grande partie dans son état d'origine. Les équipements qui furent installés permettent de créer un climat intérieur agréable dans l'ensemble de l'hôtel de ville. Le grenier permet également d'accéder à des zones cachées en empruntant de petits passages. Le grenier offre également une vue imprenable sur l'extérieur du socle en pierre de la tour. L'hôtel de ville s'est dressé pendant près de 20 ans sans sa tour. La construction de cette dernière n'a été achevée qu'en 1684. Avant, le clocher abritant le carillon se dressait sur la place, à côté de l'hôtel de ville. La tour a été fabriquée en bois, puis recouverte de plomb. De l'extérieur, la tour semble entièrement réalisée en pierre de taille. Chaque semaine, le carillonneur de la ville joue. Autrefois, le carillon était aussi un moyen de communication. Chaque cloche avait sa propre signification. Le carillon de la honte annonçait les exécutions. Le carillon du soir annonçait la fermeture des portes de la ville. Et si le carillon de l'alerte incendie retentissait, tous les hommes devaient sortir de l'hôtel de ville avec un seau à la main pour circonscrire le feu. Le carillon a donc longtemps joué le rôle de radio de bronze dans la ville. Grâce aux récentes rénovations menées dans l'hôtel de ville, celle-ci a retrouvé son lustre d'antan, tout en offrant un climat intérieur agréable grâce aux moyens techniques modernes. L'édifice est désormais prêt à se tourner vers le futur, sans pour autant se départir des qualités qui en font toujours un joyau de la ville.